Bienvenue à tous et à toutes. Je ne sais pas si vous m'entendez dans le fond. Alors, en discutant de la notion de nombre avec Jean et Jean-Louis, on s'est rendu compte que c'était l'une des rares notions qui est enseignée à tous les niveaux. Depuis l'école primaire, on apprend à compter. Oui, ça va? Ok. Donc, depuis l'école primaire, on apprend à compter, en passant par les humanités, où on rencontre sûrement le nombre E, le nombre pi. À l'université, personne en études de sciences n'échappe à I. Et finalement, pour prendre le dernier niveau, la recherche, le problème mathématique peut-être le plus important à l'heure actuelle, la démonstration de la conjecture de Fermat, concerne essentiellement la répartition des nombres premiers, c'est-à-dire une idée de nombre qui est enseignée à l'école primaire. Et donc on a souhaité en parler au Collège Belgique, qui est un lieu de transmission de la connaissance, pas seulement pour le plaisir d'en parler, mais pour donner une vision relativement structurée de ce qui arrive de manière plus dispersée. Et donc nous aurons trois parties cet après-midi. Jean Maouin parlera des entiers, c'est-à-dire 1, 2, 3, je crois aussi des fractions, des rationnels. Je parlerai des nombres réels, et Jean-Louis Bigeot traitera en troisième partie des complexes. Alors, j'introduis très brièvement Jean et Jean-Louis. Jean Maouin est membre de l'Académie, qu'il a présidée, si je ne me trompe, en 2002. C'est un spécialiste des équations dérivées partielles, de l'analyse mathématique, ainsi que de l'histoire des mathématiques. Il a publié de nombreux livres. Le dernier est consacré au degré topologique. C'est une somme qu'il a publiée il y a quelques mois sur le degré topologique. Il a également publié dans l'Académie en poche, mais malheureusement les 2 volumes sont complètement épuisés. Jean-Louis est membre de l'Académie de la classe Technologie et Société. Il a présidé l'Académie en 2012 et 2014. Il est spécialiste de la théorie du son et dans ce domaine, il a fondé une start-up. Vous pourrez trouver en vente son livre merveilleux sur Babel. Alors, Jean-Louis a aussi aujourd'hui 61 ans. Bon anniversaire. Un autre anniversaire qui a été célébré de manière très importante, c'est évidemment le 250e anniversaire de l'Académie. Et je voudrais célébrer très brièvement un anniversaire plus personnel. Il y a 50 ans, étudiant en première candidature ingénieur, j'ai eu la chance de suivre le cours d'analyse de Jean Maouin, qui m'a définitivement attiré vers les mathématiques. Et c'est pourquoi je cède la parole à Jean avec beaucoup de plaisir, mais aussi beaucoup de reconnaissance. Merci, merci. Je ne savais pas que tu étais si vieux. Enfin, je crois que la grande hantise d'un professeur, et spécialement d'un professeur de mathématiques, je crois, c'est de ne pas dégoûter les gens des mathématiques. Si on réussit déjà ça, on n'a pas raté sa vie. Alors, si c'est dans l'autre sens qu'on réussit à orienter quelqu'un vers les mathématiques, alors là, c'est la suprême jouissance. Je vais donc vous parler, parce qu'on m'a demandé, mes 2 confrères ont choisi les premiers, donc il me restait les nombres naturels. Après, on m'a dit, bah, tu parlerais bien aussi des nombres fractionnaires, voilà. Et donc, c'est peut-être des 3 sujets celui que je connais le moins. Alors, c'est un avantage, je crois, pour les gens qui écoutent, parce qu'en général, moins le prof en connaît, plus il est accessible à son œuvre. Alors,
Bon, les nombres naturels, c'est pas de la tarte, ben, la tarte, ça c'est des fractions, bien entendu. Donc je commencerai par les nombres naturels et je finirai par la tarte. Alors, si vous avez la curiosité de regarder des livres de mathématiques jusqu'au XXe siècle déjà bien entamés, et des livres censés vous parler des nombres naturels, n'espérez pas trouver une définition des nombres naturels. Vous verrez à peu près uniformément, on va vous dire, les nombres naturels sont 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5, et puis on met... La seule différence, c'est où ils mettent les petits points. Voilà, ici, donc... voilà ce qu'on voit en général dans les ouvrages de mathématiques. Donc, on considère que les nombres naturels sont connus. Et pourtant, il a fallu très longue période, finalement, pour que émerge cette notion de nombre naturel. Et ceux qui ont fait un peu d'anthropologie savent on a encore rencontré des peuplades où on ne parlait que 1, 2 et beaucoup. Donc la notion de nombre naturel n'était pas encore extrêmement structurée. Eh bien, c'est pas beaucoup mieux chez les mathématiciens, ou en tout cas, ils font semblant que tout le monde les connaît. Et vous savez que c'est un des pièges, évidemment, intellectuellement, c'est que il y a de nombreux concepts comme ça peut être le temps, ça peut être l'espace et ça peut être les nombres naturels, où tout le monde sait ce que c'est jusqu'à ce qu'on lui demande. Donc, eh bien, c'est la même chose. Alors, pourquoi les appelle-t-on aujourd'hui, 21e siècle et déjà au 20e siècle, pourquoi les appelle-t-on des naturels? Bon, ben, il n'y a pas non plus d'explication très claire. Alors, est-ce parce qu'ils apparaissent dans la nature? Ben, vous savez qu'il y a quand même toujours différentes écoles en mathématiques, et il y a ceux qui croient que les mathématiques existent quelque part en dehors de notre univers, on se demande d'ailleurs où c'est, mais et d'autres qui disent que les mathématiques viennent essentiellement d'une abstraction de l'étude de la nature. Bon, Dedekind, par exemple, un mathématicien du 19e siècle dont on reparlera, il dit « Les nombres sont de libre création de l'esprit humain, ils servent comme moyen de saisir avec plus de facilité et de précision la diversité des choses. » Donc, c'est l'homme qui les a inventés pour s'aider à comprendre la nature. Alors, je ne discuterai pas cette question philosophique aussi. J'ai une interprétation plus personnelle qui consiste à dire que les nombres naturels ont été créés par l'homme pour assouvir certains de ses péchés capitaux. Et parmi les péchés capitaux, il y a l'avarice, ou la cupidité. Eh bien, il s'agit évidemment de pouvoir compter ses pièces d'or. Vous connaissez le film La folie des grandeurs, le titre est presque mathématique, et au tintement de ces pièces, Louis de Funès, il en manque une. Donc ça veut dire qu'il a trouvé un moyen que les mathématiciens ne connaissent pas encore de compter extrêmement rapidement le nombre de ces pièces. Donc pour compter le nombre d'objets d'un ensemble d'objets, eh bien, on a créé les nombres naturels, et on va voir d'ailleurs que si on reste dans le domaine des nombres naturels, on ne peut jamais que s'enrichir, qu'on se le dise. Alors, il y a aussi un autre aspect des nombres naturels, c'est d'ordonner les éléments d'un certain ensemble, donc, et là, ça, évidemment, c'est indispensable au péché d'orgueil, puisque le but n'est pas seulement d'être heureux, bien entendu, c'est d'être plus heureux que les autres, ça n'est pas d'être riche, c'est d'être plus riche que les autres, donc c'est d'être bien classé dans l'autre. Et bien là aussi, pour ordonner un ensemble, les nombres naturels sont quasi indispensables. Bon. Alors, il y a aussi une autre possibilité qui a été explicitement mise. Il suffit de dire, les nombres naturels,
c'est Dieu qui les a créés. Et un grand mathématicien comme Kronecker n'a pas hésité de l'affirmer. Hein. Une phrase bien connue, les nombres entiers sont l'œuvre de Dieu et les autres sont l'œuvre de l'homme. Donc, j'ai le grand honneur de vous parler de l'œuvre de Dieu, et mes confrères vous parleront de l'œuvre de l'homme. Inspiré par cette phrase, j'ai été voir la Bible. Et de fait, si vous prenez la Bible, vous allez voir qu'il y a une partie de la Bible qui s'intitule « Les nombres ». J'espérais y trouver la définition de Dieu, des nombres naturels. Je n'y ai vu que des listes, si vous voulez, de dénombrement de tout un tas de choses les plus variées. Donc, je ne suis pas plus informé, je ne peux pas plus vous informer sur pourquoi on appelle naturel ces nombres-là. Alors, les mathématiciens, semble-t-il, ont longtemps renoncé à définir des naturels, mais vous pensez bien que les philosophes, eux, ne renoncent jamais. Et ils ont donc été beaucoup plus prolixes dans l'histoire pour donner une définition des nombres naturels. Aristote, d'une certaine manière, est quand même le plus simple, dit le nombre est une multiplicité mesurable par l'unité. Encore faudrait-il maintenant expliciter, multipliciter, unité. Bon. Euclide, dans ses éléments, l'unité est selon quoi chacune des choses existantes est dite une. Bon. Un nombre est un assemblage composé d'unités. Là, il y a une petite tentative quand même. La première partie est pour moi fumeuse. Bon, la deuxième est peut-être un peu moins fumeuse, mais comme elle dépend de la première. Alors, Kant, le nombre n'est autre chose que l'unité de la synthèse que j'opère entre les diverses parties d'une intuition homogène en général, en introduisant le temps lui-même dans l'appréhension de l'intuition. En plus, il l'a écrit en allemand. D'Alembert, dans l'Encyclopédie universelle, le nombre se dit vulgairement dans l'arithmétique d'une collection ou assemblage d'unités ou de choses de la même espèce. On voit qu'il a lu Euclide. Et Bergson, début du XXe siècle, tout nombre est une collection d'unités. Et d'autre part, tout nombre est une unité lui-même en tant que synthèse des unités qui le composent. Bon. Donc, j'ai renoncé avec les philosophes, qui ne m'ont pas vraiment éclairé, mais c'est peut-être à cause de mon esprit qui n'est pas philosophique. Bien. Alors, les nombres, évidemment, ne pas savoir ce que c'est réellement, même pour un mathématicien, c'est pas très grave. Parce que si vous lisez l'histoire des mathématiques, les mathématiciens ont fait des tas de choses, et des choses extrêmement intéressantes et profondes, sur des objets qu'ils n'avaient d'ailleurs pas bien définis. Prenez le calcul différentiel et intégral, avant qu'il y ait une définition claire de la limite de la dérivée et de l'intégrale, on a fait des choses magnifiques là. Avec, on en a parlé tout à l'heure, Michel en a parlé, même si les nombres naturels ne sont pas définis, on a bientôt clairement défini ce qu'était un nombre premier, et on a trouvé des résultats, et on en cherche encore très profond sur ces nombres-là. Donc, ce n'est pas trop un problème. Mais les nombres, c'est pas seulement qu'ils doivent exister, il faut qu'on les manipule. Ils avaient un but. L'introduction des nombres naturels, c'était de compter, c'était de faire de la comptabilité, c'était beaucoup d'autres choses aussi. Et comme le dit justement Bourbaki, comme il l'écrit, il ne semble pas que même les opérations les plus élémentaires sur les nombres naturels, l'addition, la multiplication, je ne vais pas au-delà, eh bien, personne n'ait cherché à les définir jusqu'à la seconde moitié du XIXe siècle. Donc tout le monde additionnait, tout le monde multipliait, sans se poser la question qu'est-ce que c'est additionner, multiplier, même. Il a donc fallu attendre essentiellement trois mathématiciens allemands, Grassmann, Frege et Dedekind, pour se poser la question et essayer de donner des réponses
qui ne sont pas définitives, mais qui s'approchent quand même de cela. Donc c'est seulement dans cette période que on s'est posé vraiment la question de savoir, bon, ben, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est l'addition? Qu'est-ce que c'est la multiplication? Et les deux principales contributions, à mon avis, sont celles de Dedekind, dont on a déjà parlé, et de Peano, un mathématicien italien qui est connu pour d'autres choses, la fameuse courbe de Peano, qui est une application continue d'un intervalle dont l'image est un carré, donc c'est dire que la définition de courbe n'est pas si élémentaire qu'on pourrait croire. C'est assez amusant que si vous allez voir la maison où habitait Peano, dans les environs de Turin, eh bien, il y avait une cour qui était pavée avec une des approximations de la courbe de Peano. Malheureusement, le propriétaire qui a suivi Peano a trouvé ça très laid et l'a remplacé par des pavés beaucoup plus ordinaires. En Peano, donc, et Dedekind, ont pris un point de vue différent. En fait, Dedekind est déjà parti d'une notion d'ensemble, qui était une notion, comme on dit aujourd'hui, naïve d'ensemble, et de cela, il construisait alors, il définissait réellement ce qu'était l'ensemble des nombres naturels, et Peano, très vite, a pris les principaux résultats qu'avait obtenus Dedekind et a pris ça comme axiome, mais au lieu de partir du concept d'ensemble comme ensemble primitif non défini, il est parti du concept d'entier non défini. Donc vous voyez en fait le progrès des mathématiques devant les échecs de définition des naturels, c'était essentiellement décider de ne plus les définir, mais de donner une liste de propriétés qui étaient censées les caractériser. Donc on les connaissait non pas par ce qu'ils étaient, mais par ce qu'ils faisaient, d'une certaine manière. Voilà les mousquetaires des ensembles naturels, Grassmann, Frege, Dedekind et Peano. Vous voyez, donc ils ne sont pas vraiment contemporains, mais leurs vies ont eu des intersections non négligeables. Et comme je vous l'ai dit, Dedekind a réuni tout cela dans un petit livre, une plaquette si vous voulez, qui s'intitule Was sind und was sollen die Zahlen? C'est déjà difficile de traduire ce titre en français parce que sollen a des acceptions multiples. On peut dire que sont et à quoi servent les nombres d'une traduction possible, mais si ça n'est pas peut-être la seule possible. Ma fille est docteur en langue germanique et je lui ai posé la question et elle était un peu embêtée. Bon. Alors, de quoi parle Dedekind dans ce livre? Il parle de la notion d'ensemble. Je ne dirais pas qu'il l'introduit parce qu'elle était implicite déjà en mathématiques à l'époque, mais il en a été un des grands artisans. Si vous voulez, pour le mettre cette notion-là à la base des mathématiques, pour lui, bon, un ensemble en mathématiques, c'est une collection d'éléments qui ont une propriété, qui vérifient une certaine propriété ou plusieurs propriétés, une collection d'objets réunis par quelque chose. Hein. Donc, il considère que cette notion-là est intuitive et comprise, et alors il va essayer, il va arriver même, presque arriver peut-être, à définir les entiers à partir de quelques notions de base sur les ensembles. Alors, ce sont des notions maintenant qu'on enseigne peut-être même à l'école primaire, ou en tout cas à l'école secondaire. Si on a deux ensembles, E et F, la notion d'application d'un ensemble E dans F, c'est une loi qui, à chaque élément de E, vous associe un seul élément de F. Alors, ça n'empêche pas évidemment que plusieurs éléments de E
soit associé au même élément de F, ça c'est pas interdit, et ça n'implique pas non plus que certains éléments de F ne soient l'image d'aucun élément de E. Donc ça c'est la notion d'application générale, n'exclut pas ces situations. Alors on précise parmi les applications des classes particulières, alors il y a celles qu'on appelle des injections, si vous voulez. Eh bien, là, l'injection, c'est une application qui est telle que si vous prenez deux points différents dans E, leurs images sont différentes. Donc vous ne pouvez pas avoir deux points de E qui vous donnent la même image dans F. Ça, c'est interdit si c'est une injection. La surjection, comme son nom l'indique presque, fait que l'application va atteindre, si vous appliquez F à tous les éléments de E, vous atteindrez tous les éléments de F. Il n'y aura pas de trou, si vous voulez, dans l'image. Et alors, la perfection, si vous voulez, parmi les applications, c'est la bijection, c'est celle qui est à la fois une injection et une surjection. Alors, un petit dessin veut mieux qu'un grand discours. Voilà. Vous voyez, si vous avez une application, vous avez l'ensemble formé des 4 éléments A, B, C, D, et l'ensemble d'arrivées est différent parce que tout n'est pas possible pour n'importe quel ensemble d'arrivées quand c'est fini en tout cas. Vous avez dans le premier cas un exemple d'une application qui n'est ni une injection ni une surjection. Vous voyez qu'elle n'est pas une injection puisque A, C et D vous donnent la même image, et elle n'est pas une surjection parce que Q échappe, si vous voulez, n'est pas l'image d'un élément de E par l'application. Dans le cas d'une injection, là vous voyez que chacun des A, B, C et D ont des images différentes, mais il y a des éléments de F qui ne sont pas nécessairement atteints par l'application. Une surjection, eh bien, vous pouvez avoir 2 éléments qui ont la même image, mais tous les éléments sont atteints. Et là, une bijection, à chaque élément de A correspond un seul élément de E correspond à un seul élément de F, mais vous voyez que à chaque élément de F provient d'un et un seul élément de E. Donc là, vous avez vraiment une correspondance entre les deux, et d'ailleurs, ce type d'application est à la base aussi de, finalement, l'introduction naïve des entiers. Bon, si vous avez un ensemble formé de 4 pommes et un ensemble formé de 4 poires, évidemment, vous pouvez associer chaque pomme à une et une seule poire, et vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose en commun entre ces deux ensembles, outre que ce sont des fruits, bien entendu, mais aussi que c'est ce qu'on appellera 4. Ils ont cette bijection-là définit implicitement une propriété commune, un élément commun à ces deux ensembles. Donc ça, c'est pour les applications. Et une des grandes contributions de Dedekind a été de distinguer, si vous voulez, un ensemble fini, c'est-à-dire formé d'un nombre fini d'éléments, une unité finie, et un ensemble infini. Alors, bon, intuitivement, si on vous demande si un ensemble est fini, ben vous comptez le nombre d'éléments. Si vous arrivez à 7, ben c'est que c'est fini. Si vous arrivez à 36 000, c'est toujours fini, etc. Si vous n'arrivez pas et que vous mourrez avant, c'est mauvais signe, quoi. Ça peut-être que l'ensemble est infini, mais ça ne le prouve pas, parce que peut-être léguer l'affaire à vos enfants. Mais soit. Mais alors, le génie de Dedekind, si vous voulez, a été de définir la finitude ou l'infinitude d'un ensemble sans compter, avant d'introduire les nombres naturels, qui sont quand même l'outil essentiel pour compter. Et donc,
son idée, qui est une idée extrêmement profonde, a été de dire qu'un ensemble est fini si une injection de l'ensemble dans lui-même, rappelez-vous, une injection, ça a des points différents, des images différentes, doit nécessairement être une surjection, et d'ailleurs une bijection. Donc les ensembles finis ont cette propriété-là. Et puis, c'est facile à ce moment-là de dire qu'un ensemble est infini, il suffit de nier qu'il soit fini, et à ce moment-là, vous arrivez à la propriété qu'un ensemble est infini si vous pouvez trouver une injection dans lui-même qui n'est pas une surjection. Et on va voir que ça permet de donner des exemples intéressants. Vous voyez, par exemple, vous ne pouvez pas essayer toutes les manières possibles de trouver une injection de ABCDE sur BDE, par exemple, mais par contre, vous pouvez trouver, si vous prenez un ensemble infini, donc je suppose déjà qu'on connaît les naturels, si vous associez à chaque entier son double, donc à 1 vous associez 2, à 2 vous associez 4, à 3 vous associez 6, etc., eh bien, c'est une injection, car des nombres différents ont des images différentes, vous voulez, et l'image n'est pas tous les naturels, puisque c'est seulement tous les naturels pairs. Donc voilà une façon. Et ayant ainsi introduit la notion d'ensemble infini, c'était ça qui l'intéressait surtout, sans passer par un moyen de compter les éléments, ce qui est fastidieux pour un ensemble infini de toute manière, eh bien, il a pu, si vous voulez, donner une première définition presque satisfaisante des nombres naturels. Alors, bon, les temps étant ce qu'ils sont, il y a quelques petits dérapages aussi chez Dedekind, et c'est pas pour lui reprocher, hein, il n'y a que les mathématiciens qui ne font rien, qui ne dérapent jamais, mais donc il a finalement cru prouver l'existence dans le cadre de sa conception naïve d'ensemble. Il fallait être sûr, enfin c'était préférable si on voulait parler des entiers, qu'il existe au moins un ensemble infini, parce que si tous les ensembles sont finis, vous avez très difficile d'introduire tous les entiers. Eh bien, et il l'a prouvé, entre guillemets, cette existence d'un ensemble infini, mais en faisant appel au monde des pensées humaines considérées comme un ensemble. Alors, malgré tous leurs efforts depuis Dedekind, les mathématiciens n'ont pas encore réussi à faire rentrer le monde des pensées humaines dans l'axiomatique, puisqu'aujourd'hui c'est une axiomatique de la théorie des ensembles. Bien. Ok. Et alors, comment est-ce que finalement Dedekind a défini l'ensemble des naturels? Eh bien, rappelez-vous sa caractérisation d'un ensemble infini. C'était un ensemble tel qu'il existait une injection de l'ensemble dans lui-même qui n'était pas une surjection, donc qui n'était pas une bijection. Bien, il a presque fabriqué l'ensemble le plus simple qui vérifiait cette propriété-là, vous voyez, et c'est cet ensemble que l'on appelle N, comme naturel maintenant. Alors, bon, c'est un ensemble qui est non vide, et il contient donc un élément, et on l'appelle 1, par exemple, on pourrait l'appeler Joseph, hein, mais on l'appelle 1, donc il y a un élément dans cet ensemble-là, ok. Et puis, il y a une application, donc, qui va être une injection d'ailleurs, donc disons tout de suite, il y a une injection de N dans lui-même, et on va l'appeler successeur pour les raisons qui suivent, qui a la propriété que 1 n'appartient pas à l'image de cette application-là. Donc l'application n'est pas subjective, puisqu'elle n'arrive jamais à atteindre 1. Donc vous voyez, ça fait à cause un seul élément, qui est le 1, n'est pas atteint par cette application successeur. Donc ça, on en conclut tout de suite que cet ensemble-là est infini, après la définition.
Et alors, la propriété qui va être essentielle aussi, c'est la propriété numéro 5, que si vous avez un sous-ensemble de cet ensemble des naturels, et ce sous-ensemble contient 1, et son image par l'application successeur est entièrement dans M, dans lui-même, eh bien, ça ne peut arriver que M, c'est l'ensemble des naturels. Alors ça paraît abscon, mais si vous le regardez autrement, ça va être une propriété qui vous est peut-être familière. Si vous pensez simplement que M, c'est le sous-ensemble des naturels qui ont une telle propriété, mais vous avez la propriété est vérifiée par 1, et si elle est vérifiée par un entier, elle est vérifiée par son successeur, puisque l'application S, c'est l'application successeur, eh bien, c'est exactement ce qu'on appelle le principe de récurrence ou la méthode de récurrence qui est largement utilisée en mathématiques pour prouver de nombreux théorèmes. Donc, il a prouvé que existait un tel ensemble. Bon, il l'a prouvé moyennant quand même des hypothèses un peu audacieuses, si vous voulez. Mais, alors, vous voyez que cette application successeur, S, ben, vous pouvez lui donner une forme concrète. Vous pouvez dire que ça correspond, si vous voulez, à, étant donné un naturel, vous lui associez le suivant, n plus 1. Un naturel n, S de n, ce sera n plus 1. Donc l'application successeur, c'est essentiellement envoyer un élément de n sur le suivant, sur n plus 1. Bon, évidemment, c'est une façon intuitive d'interpréter la définition de Dedekind. Donc voilà, essentiellement, les propriétés, l'ensemble, et alors Dedekind dit, ben, ça, à du isomorphisme près, nous n'insistons pas là-dessus ici, ça c'est l'ensemble des naturels. Bon. On peut dire que c'est l'ensemble des naturels parce que chez Dedekind, il n'y a aucune contradiction, si vous voulez, entre les propriétés qu'a son ensemble N et les propriétés intuitives que l'on attribue depuis toujours au naturel. Donc c'est un des éléments importants du mémoire de Dedekind. Michel Willem vous parlera d'une autre partie importante de ce même mémoire, dans lequel il est un des premiers à définir aussi rigoureusement ce que sont des nombres réels, des nombres irrationnels en général. Alors Peano a pris un point de vue peut-être plus terre à terre. Peano était aussi beaucoup préoccupé par l'enseignement des mathématiques au niveau secondaire, au niveau universitaire. En fait, il a repris, parce qu'il connaissait Dedekind, mais enfin les Italiens, quand ils sont un peu chauvins, ne sont pas toujours trop prompts à l'admettre, mais la correspondance montre qu'il avait lu Dedekind, et la similitude, si vous voulez, des deux travaux montre que c'était bien le cas. En fait, au lieu de partir d'une notion d'ensemble qui, chez Dedekind, n'était pas définie, mais il ne dit pas qu'il ne la définit pas, il la considère comme évidente. Peano prend comme concept primaire la notion d'entier. Donc il part de la notion d'entier, et puis alors il définit l'ensemble N comme étant un ensemble qui a comme propriété les 5 propriétés que Dedekind avait isolées dans son travail. Donc, voilà. Donc vous voyez que chez Dedekind, la notion première, c'est-à-dire non définie, c'est la notion d'ensemble. Chez Peano, la notion première non définie, c'est la notion d'entier naturel. À partir de cette notion d'ensemble, Dedekind réussit plus ou moins à définir ce que sont les entiers naturels, les nombres naturels, tandis que Peano décide de ne pas les définir, mais de donner les règles de leur utilisation.
après tout, le pragmatisme. Alors, ce qui a finalement triomphé parmi les mathématiciens suivants, eh bien, c'est de baser les mathématiques non pas sur les nombres entiers. En fond, ce que voulait faire Kronecker, Dieu a créé les entiers, l'homme a fait le reste, ça voulait dire qu'il faut créer toutes les mathématiques sur la notion de nombre entier. C'était peut-être une bonne idée au XIXe siècle, mais les progrès alors autour du début du XXe siècle ont fait qu'il semblait préférable de fonder toutes les mathématiques sur une notion première qui était celle d'ensemble. Mais la notion naïve d'ensemble contient des pièges, il y a des contradictions logiques qui étaient déjà d'ailleurs connues d'un certain nombre de logiciens, mais il est plus efficace de baser la notion, de baser les mathématiques sur la notion d'ensemble plutôt que sur la notion de nombre. Et alors on retrouve les nombres quelque part comme une conséquence des propriétés des ensembles. Donc c'est ce qui a été fait au XXe siècle, et on a été obligé, si vous voulez, de réglementer ce qu'était un ensemble. Au début, tout le monde pensait que c'était une notion tellement claire, une collection d'objets à une certaine propriété, etc. Mais ça conduisait à des antinomies, ça conduisait à des contradictions. Donc finalement, on a aussi décidé, les mathématiques ne sont pas toujours les mathématiciens ne sont pas toujours très courageux, mais enfin, ils sont pragmatiques, d'une certaine manière. Ils ont décidé, la notion d'ensemble, on voit bien qu'on n'arrive pas à voir vraiment ce que c'est. Donc on va prendre ça comme notion primitive et on va donner les règles d'utilisation. Alors après tout, voilà. Quand vous conduisez votre voiture, vous n'avez pas besoin de connaître la mécanique. Le tout c'est de savoir la conduire, c'est de savoir l'utiliser. Eh bien en mathématiques c'est la même chose, la notion d'ensemble, vous n'avez pas besoin de savoir ce que c'est, mais pour éviter de déraper, pour en voiture, eh bien pour éviter de déraper, on va vous donner les règles du jeu, et les règles du jeu ont été faites, si vous voulez, de manière à supprimer les antinomies et les contradictions qui s'étaient manifestées. Ça ne veut pas dire qu'on est tranquille pour toujours, parce que on pourrait trouver d'autres antinomies, ou on pourrait trouver d'autres contradictions. On n'a rien prouvé sur la consistance des axiomes. Mais enfin, donc, les ensembles ont défini leur mode d'emploi par toute une axiomatique, et en particulier, un des axiomes de la théorie des ensembles, c'est l'existence d'un ensemble infini. Bon, vous voyez, c'est toujours sur l'infini qu'on finit par buter en mathématiques, et si vous n'utilisez pas l'axiome de l'infini, quand vous aurez défini, comme je vais vous montrer, les entiers à partir des ensembles, eh bien, vous n'arriverez pas à prouver que les entiers forment un ensemble. Ce qui est un petit peu gênant, évidemment, pour leur utilisation ultérieure. Alors, c'est essentiellement Zermelo, avec Frankel, il a introduit une axiomatique des ensembles. Un peu plus tard, von Neumann et Bernays en ont introduit une autre, qui est essentiellement équivalente. Et ils ont aussi des petites différences pour définir n. Alors, ça justifie mon titre, si vous voulez. De quoi part-on? Eh bien, on part de l'ensemble vide. Vous savez que l'ensemble vide, c'est un ensemble qui ne contient aucun élément. Je dirais, bon, est-ce qu'il y a un ensemble qui ne contient aucun élément? C'est un des axiomes de la théorie des ensembles. L'ensemble vide existe. On est tranquille, puisqu'on a imposé aux ensembles, l'ensemble vide existe. Alors, Zermelo définit n augmenté du zéro. Vous voyez que je n'ai pas encore parlé du zéro. Bon, c'est pas essentiel ici, mais on y reviendra. Mais il définit n augmenté du zéro. Bon, c'est simplement parce que ça marche mieux au point de vue des notations. Je pourrais partir de 1 aussi ici, ça ne changerait rien. Mais l'ensemble vide, c'est 0. 0, c'est l'ensemble vide. On décide que
on appelle l'ensemble vide 0. Et alors, maintenant on considère l'ensemble qui n'a qu'un seul élément, et cet élément c'est l'ensemble vide. N'allez pas me dire que cet ensemble est vide, parce que non, puisqu'il contient un élément qui est l'ensemble vide, mais donc il n'est pas vide, puisqu'il contient un élément, tant pis si c'est l'ensemble vide. Hein, bon, okay. Ben, ça on l'appelle 1. Zermelo l'appelle 1. Alors, 2, c'est l'ensemble qui contient l'ensemble dont le seul élément est le vide. Hein, donc c'est bien différent de l'autre. Et puis 3, vous continuez ainsi. Vous avez défini un ensemble que vous pouvez appeler N. Hein, il l'appelait Joseph aussi, mais on l'appelle N. Et alors, on prouve, cette fois-ci je ne vous le fais pas, que cet ensemble-là a les fameuses propriétés invoquées par Dedekind. Alors von Neumann a fait une variante de cela qui est peut-être un peu plus parlante, si j'ose dire. Au départ, c'est la même chose. 0, c'est l'ensemble vide. 1, c'est l'ensemble qui a comme seul élément l'ensemble vide. Et puis 2, c'est le couple, parce qu'il y a un des axiomes de la théorie des ensembles qui vous définit ce qu'est un couple. 2, c'est le couple, donc c'est l'ensemble qui est formé de deux éléments, le vide et l'ensemble qui contient le vide. Donc si je reprends les notations que j'ai introduites, 2, c'est l'ensemble de 0 et de 1. Donc 2, c'est l'ensemble de ceux qui le précèdent. Et puis 3, ce sera l'ensemble de ceux qui le précèdent. 0, 1, 2, etc. Eh bien, avec cette définition-là, vous avez une définition et qui est, peut-être, vous paraîtra abstruse, mais au moins on a rattaché les entiers à la théorie des ensembles et sans rien perdre de ce qu'on connaissait intuitivement ou de ce qu'on avait prouvé intuitivement sur les entiers. Donc voilà comment on peut faire du chiffre avec du vide. Hein, parce que vous voyez qu'après tout est fait avec du vide ici. Ne montrez pas ce genre de choses-là à ceux qui n'aiment pas les mathématiques, parce que vous leur donnerez des arguments pour leur discours vide. Alors voilà les mousquetaires des ensembles, Zermelo, Frankel, et Bernays et von Neumann, qui sont en plus des mathématiciens qui ont laissé leur nom à d'autres contributions importantes. Bon. Alors, ce que ces définitions ont permis, maintenant la définition, je vais revenir à la définition de Dedekind, qui est quand même la plus intuitive d'une certaine manière, eh bien, c'est qu'on peut définir les opérations sur leurs ensembles, l'addition, la multiplication, donc on peut le définir, et c'est la première fois, parce que jusqu'à ce qu'on fasse ça, on a opéré, on a additionné, on a multiplié, mais sans jamais dire avoir défini ces opérations-là. Alors, bon, pour l'addition, eh bien, ça se définit récursivement, c'est-à-dire de proche en proche, par la règle suivante. On commence par dire ce que c'est ajouter 1 à un entier. Ben, ajouter 1 à un entier, c'est prendre son image par le successeur. Ben, c'était ça qu'on avait en tête quand on définissait le successeur, bien entendu. Donc, il n'y a pas de raison, évidemment, de ne pas prendre ça. Et puis alors, maintenant, si vous voulez additionner à m le successeur de n, eh bien, vous prenez simplement le successeur de m plus n. Et comme ça a été fait pour 1, ben, vous pouvez le refaire pour 2, etc. Donc, voilà une définition qui est simple et qui est tout à fait compatible avec l'intuition qu'on a, qui consiste à additionner A d'abord, et puis un nombre quelconque à un nombre donné. Et alors, il faut prouver, ce ne sont pas des démonstrations difficiles, mais elles sont un peu ennuyeuses, et elles font appel à l'induction, à cette fameuse propriété numéro 5. On démontre à ce moment-là que l'addition a des propriétés qui vous sont familières. 3 plus 2, c'est la même chose que 2 plus 3. Donc il y a commutativité. Et aussi qu'on peut grouper, quand on fait une addition de 3 nombres, on peut d'abord additionner les deux premiers
et puis ajouter le troisième, ou bien prendre le premier, additionner le deuxième et le troisième, et l'ajouter au premier. C'est ce qu'on appelle l'associativité, ce qui fait que, puisque vous pouvez mettre les parenthèses où vous voulez, vous pouvez aussi ne pas les mettre. Donc ça donne un sens à une addition de trois nombres, et en continuant ainsi, un sens à une addition d'un autre quelconque de nombre. Pour la multiplication, de nouveau on définit ça de proche en proche, récursivement. Multiplier m par 1, c'est m. Okay, donc au lieu d'ajouter, vous multipliez. Et c'est la multiplication par m du successeur de n, c'est m, la multiplication de m par n plus m, ce qui est évidemment ce à quoi vous attendez si vous pensez intuitivement que S de n c'est n plus 1, c'est la définition, c'est n plus 1, c'est à ça que vous devez arriver. Bon, et de nouveau, vous pouvez prouver que la multiplication commute, 3 fois 2 c'est 2 fois 3, que vous pouvez grouper dans un produit de 3 termes, vous pouvez grouper les deux premiers ou les deux derniers et vous obtenez la même chose, quoi. Et alors, il y a une relation entre les deux opérations qui s'appelle la distributivité. Si vous faites P fois n plus n, vous pouvez d'abord faire Pn et puis Pn, et c'est la même chose si vous les additionnez. Donc ça, c'est des propriétés que tout le monde utilisait et connaissait depuis toujours, sans les avoir justifiées. Donc voilà, avec cette axiomatisation, si vous voulez, de l'ensemble des naturels, qu'elle soit de Peano ou que ce soit une conséquence de la théorie des ensembles, eh bien, on arrive à définir clairement et simplement, finalement, les opérations. On n'a pas tiré ces définitions-là de rien, on les a tirées pour que ça retombe sur ce que tout le monde savait. Hein. C'est d'ailleurs un petit peu le côté un peu décourageant, si vous voulez, pour un enseignant qui doit enseigner cela à des jeunes élèves. Les jeunes élèves ont déjà fait ça pendant toute leur vie, presque. Hein, et puis alors, ils se demandent en général pourquoi on doit maintenant leur démontrer des trucs qui ont toujours bien marché. Ouais, donc ça, c'est évident qu'il y a une difficulté pédagogique, d'autant que les démonstrations ne sont pas particulièrement exaltantes. Mais enfin, c'est un passage inévitable en mathématiques. Il y a à un moment donné une période de justification qui met tout le monde tranquille. En général, bon, on ne dit ça qu'une fois dans sa vie, et puis on l'ouvre soigneusement. Bien. Alors, comme je vous l'ai dit, les nombres naturels ne servaient pas seulement à compter. Pour le moment, on s'est donné tous les outils qu'il fallait pour compter. Hein. Mais il permet aussi de ordonner. Donc, il y a un ordre dans les naturels et qui peut être défini à partir de ce que nous connaissons. Eh bien, on dira qu'un nombre m est strictement plus grand que n. Eh bien, si je dois rajouter quelque chose à P, un naturel à P, pour retrouver M, quand on relie l'ordre à l'addition, si vous voulez, et à la même chose pour plus petit, alors les propriétés de l'ordre sont celles que vous avez toujours utilisées, j'espère, sinon ça vous aura donné des ennuis. Là, donc il y a un ordre dans les nombres naturels. Donc on retrouve le côté, si vous voulez, ordinal de cela. Alors, si on réfléchit un peu sur la philosophie politique des naturels, eh bien, c'est évidemment l'indispensable support de l'ultralibéralisme. Pourquoi? Qu'est-ce que vous pouvez faire quand vous n'avez que les naturels à votre disposition? Eh bien, vous pouvez additionner. Quand vous additionnez, vous augmentez. C'est la définition de l'ordre qu'on a donné. Donc, dès que vous faites une opération d'addition, vous augmentez, si c'est votre fortune, vous augmentez votre fortune. Vous n'avez aucun moyen de la diminuer à l'intérieur des naturels avec les opérations qu'on vous a fournies.
Si vous ne regardiez que la multiplication, il y a juste une seule manière, si vous voulez, de ne pas vous enrichir odieusement, c'est la multiplication par 1. Multiplié par 1, ben, vous restez aussi riche que vous étiez. C'est pas si mal dans un sens, mais évidemment. Mais dès que vous multipliez par un autre nombre que 1, à nouveau, vous vous enrichissez. Donc, c'est croître, stagner ou ne pas être. Hein, voilà. Donc, on ne peut pas construire quand même une société sur un univers uniquement là-dessus. Voilà. C'est un petit peu une analogie avec le temps. On ne peut pas revenir en arrière dans les naturels avec les opérations qu'on a. Donc, c'est un modèle quand même un peu limité. Alors, qu'est-ce qu'on va essayer de faire maintenant? Eh bien, on va essayer d'agrandir cet ensemble-là, de manière à ce que ça ne soit plus cet ultralibéralisme ne soit plus obligatoire, si on puisse diminuer éventuellement, on puisse faire ça. Donc on va l'agrandir pour qu'on puisse avoir m égale n plus p, pour qu'on puisse avoir cette égalité-là, sans que p soit sans que le résultat soit plus grand que m. Donc c'est l'idée de pouvoir soustraire. Alors on va obtenir dans ce cas-là les entiers relatifs, et si on veut obtenir le même résultat pour la multiplication alors, on devra encore agrandir, et ce sera les rationnels, c'est-à-dire les fractions. Donc le but des extensions successives de la notion naturelle, c'est essentiellement de pouvoir faire des opérations dans des conditions interdites si on reste dans les naturels. Alors, premier cas, donc, si vous prenez l'équation n plus x égale m, donc, est-ce qu'on peut trouver un x tel que n plus x égale m? Nous sommes dans les naturels, toujours, on n'a encore rien trouvé, inventé d'autre. Eh bien, ça n'a de solution, évidemment, que si m est plus grand que n. Hein. Si on avait dit, comme dans les jeux pour les journaux, là, on met n plus un point, ou 6 plus un point égale 9, quoi. Qu'est-ce qu'il faut mettre à la place du point? Ben, il faut mettre 3. Hein, ça va? Donc là, avec un naturel, 3, 6 plus 3 égale 9. Mais si on vous met 6 plus le point égale 2, vous ne trouverez jamais un x que quand vous l'ajoutez à 6, vous allez trouver 2, parmi les naturels. Donc là, le problème est impossible, si vous voulez. Voilà. Okay. Donc, c'est trouver l'entier qu'il faut ajouter à n pour obtenir m. C'est ça le sens de l'équation. Je vous donne les deux exemples, un qui a une solution et un qui n'en a pas. Alors, chose qu'on remarque tout de suite aussi, c'est que pour un x donné, tel que n plus x égale m, ben, il n'a pas que cette équation-là qui va donner 3. Hein, dans le cas de... si vous prenez 4 plus x égale 7, c'est 3 qu'il faut mettre à la place de x aussi. Alors, on peut se poser tout de suite la question, quelles sont toutes les équations comme ça qui vont donner le même x? Ben, grosso modo, c'est si vous ajoutez le même nombre de membres, vous aurez le même x. Donc c'est ça le secret. Donc il y a toute une flopée d'équations qui vont vous donner le même x. Voilà. Et on voit facilement par un petit calcul que les relations entre n et m et p et q pour deux équations qui vous donnent le même x, on les trouve très facilement. C'est, je vais l'écrire quelque part, voilà, c'est que m plus q soit égal à n plus p. Donc dès que vous avez cette relation-là dans les coefficients de l'équation, elles vont toutes vous donner le même x. Voilà. Bien. Alors, ça veut dire que on va regrouper toutes ces équations qui donnent le même x, qui ne sont en fait que des formes différentes du même problème, on va toutes les regrouper, hein, en introduisant ce qu'on appelle une relation d'équivalence.
Donc pour une équation, elle est donnée par M et N, une autre équation, ses coefficients, c'est P et Q, X elle l'a connu, eh bien je dirais que Mn est équivalent à PQ si justement la condition là en dessous est vérifiée. Okay. Alors ça c'est une relation entre deux couples d'entiers, on est toujours dans les entiers naturels. Alors vous vérifiez vous-même que Mn est équivalent à lui-même. Si vous mettez M à la place de P et N à la place de Q, ben, ça veut dire que M plus N égale M plus N. Bon, c'est vrai. Elle est symétrique. Vous pouvez permuter l'ordre et la relation c'est la même parce que l'addition est commutative. Elle est transitive en ce sens que si Mn est équivalent à PQ et PQ à RS, vous pouvez court-circuiter, Mn sera équivalent à RS. Donc quand on a une relation comme ça d'équivalence, parmi des couples d'entiers, eh bien on peut faire ce qu'on appelle, on peut partitionner, on peut grouper ensemble, dans l'ensemble des couples, on peut grouper ensemble tous ceux qui sont équivalents entre eux. Donc on divise ainsi l'ensemble, on partitionne, on le divise en sous-ensembles, qu'on appelle des classes d'équivalence pour la relation d'équivalence. Hein, ce n'est pas très imaginatif. Donc ce sont des classes d'équivalence. Donc ça veut dire que tous ceux qui sont dans la même classe, ils correspondent à la même équation, une équation équivalente dans notre problème de départ. Alors j'ai mis Mn en crochet pour désigner la classe d'équivalence qui contient un de ses représentants, et il en contient beaucoup d'autres, mais de toute façon, c'est la même classe si tous les autres sont équivalents à Mn. Ça va? Alors, on va définir l'ensemble des entiers relatifs. Pour le moment, on se demande pourquoi, peut-être. L'ensemble des entiers relatifs, ce sera l'ensemble des classes d'équivalence pour la relation que j'ai donnée là au-dessus. Alors on l'appelle Z, parce que c'est l'initiale de Tsar. Bien, alors, qu'est-ce que ça veut dire si on fait un petit dessin? Eh bien, je peux, mettre les entiers, il n'y a pas encore de ça. Oubliez tout ce qui est à gauche ici et tout ce qui est en dessous. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, et puis 1, 2, 3, 4, 5, 6, et les couples, je peux les représenter. Ça c'est le point de coordonnées 5, 1, celui-là c'est le point de coordonnées 3, 2, voyez, etc. Ceci c'est 3, 3. Donc je représente des couples par des points dans ce plan. Donc les couples là. Alors, si vous vous rappelez, la condition pour que l'équation nx égale m ait une solution dans les naturels, nx, pardon, n plus x égale n ait une solution parmi les naturels, c'était évidemment que m soit plus petit que n. Donc ce sont les points qui sont vous avez ici, ça c'est la diagonale du quadrant, ce sont les points qui sont en dessous. Donc ceux-là, c'est ceux pour lesquels la solution était possible, et tous ceux qui sont équivalents, ça se vérifie facilement, ils se trouvent sur la parallèle à la diagonale qui passe par là, la parallèle à la diagonale qui passe par ici, la parallèle à la diagonale, etc. Et vous voyez que si je les prolonge dans une terra incognita, parce que dans les naturels, il n'y a que ceci qui existe. Eh bien, ici j'arrive au point A, là j'arrive au point 2, là j'arrive au point 3, etc., qui est juste la solution de toutes ces équations. C'est le x qui marche. Pour tous ces couples-là, c'est le x égale 1 qui marche. Pour tous ces couples-là, c'est le x égale 2 qui marche. Pour tous ces couples-là, c'est le x égale 3. Donc là, je récupère, si vous voulez, j'ai trouvé, j'en suis fier, une manière incroyablement compliquée de retrouver les naturels 1, 2, 3, 4, 5. Je m'en excuse, mais enfin, c'est compliqué peut-être,
Mais c'est vrai, ça marche. Mais alors, les autres situations, ceci c'est une situation où m égale n, puisque c'est la diagonale. M égale n, c'est la définition de la diagonale. Vous voyez, l'abscisse et l'ordre des points bleus sont les mêmes. Donc ça n'existe pas dans les naturels. Maintenant, si je prolonge ça, je peux... Rappelez-vous que j'ai défini maintenant Z comme étant l'ensemble de tous les couples, sans décider qu'un était plus grand que l'autre ou plus petit que l'autre, ou égal à l'autre. Alors, si je prends ceux qui sont égaux, ben c'est ceux-ci. Alors, la solution, ben, elle arrive ici à l'origine des coordonnées. Si ce n'est pas une belle manière de définir 0, alors c'est que je n'ai rien vu. Donc, je vais me dire, ben voilà, je vais appeler celui-là 0, on ne sait jamais, ça pourrait servir. Et puis alors, si on continue avec ceux pour lesquels maintenant la relation est ici, donc m, m va être plus petit que n, hein, tout ceci c'était m plus grand que n, ici plus petit que n, eh bien, en les prolongeant, je vais arriver ici au point moins 1, au point moins 2, qui est le symétrique de 1 par rapport à 0, ici c'est le symétrique de 2, donc tout ça, ça me définit des nombres qui pourraient être pris comme solution de l'équation m plus x égale n, ou n plus x égale m en réalité, à condition d'accepter maintenant de sortir des entiers naturels. Bien, donc on a ainsi défini, on peut ainsi définir le 0. Donc d'abord, comme je vous l'ai montré sur la figure c'est juste pour illustrer, on identifie n avec les couples où m est plus grand que n. Alors, par exemple, un des représentants, c'est m plus 1, 1. On identifie 0, on définit 0 comme la classe d'équivalence des couples où les deux éléments sont égaux. Et puis alors, on va, si on a un entier relatif Mn, on va définir son opposé comme étant le couple permuté. Parce que, évidemment, dans le dessin, si vous regardez bien, là, voilà, si vous regardez bien, eh bien, vous verrez relativement facilement que, évidemment, les couples correspondant à moins 2 et moins 2 vont satisfaire cette relation. Donc, on définit ce qu'est un opposé, et alors, on applique des règles. On a défini une addition sur nos classes d'équivalence. Alors l'addition, vous voyez, c'est une définition très simple. Comment est-ce que j'additionne le couple Mn au couple PQ? J'additionne les deux premiers et j'additionne les deux derniers. Ce n'est pas difficile de montrer que le résultat ne va pas dépendre du choix du représentant. Ce n'est pas difficile de montrer que l'addition reste commutative et associative et qu'elle est compatible avec l'addition qu'on a introduite sur n si on identifie n avec les couples n plus 1 a. Un élément n, c'est le couple n plus 1 a. On définit, comme je vous l'ai dit, l'opposé, et alors on peut définir ainsi un entier négatif, et on voit que finalement la soustraction, qui est n plus n plus moins pq, c'est une définition. Eh bien, vous faites tous les calculs en fonction des règles que je vous ai données, et vous voyez que ça correspond à ce que vous avez toujours fait, m moins n, l'équation n plus x égale m
vous avez eu tous envie de dire dès le début que x était égal à m moins n. Sauf qu'on n'avait pas défini ce qui était moins. Donc ici, on a défini ce qui est moins en définissant l'opposé de manière à ce qu'on retrouve ce que tout le monde savait. C'est nécessaire. Hein, il ne s'agissait pas d'introduire de nouvelles propriétés algébriques ici. Okay. Donc, vous aviez peut-être vu le titre « Zéro est arrivé ». Pour ceux qui ne sont pas vieux assez pour savoir ce que ça parodie, eh bien, c'est une chanson de Boris Salvador. Hein, « Zéro est arrivé ». Donc voilà, toujours un petit dessin, vaut mieux qu'un long discours. À la multiplication, c'est un peu plus tordu, la multiplication, c'est ça. Peut-être qu'il y avait d'autres choses sur lesquelles je voulais insister. Oui, quand on définit l'opposé d'un entier relatif de cette manière-là, donc l'idée de l'opposé, c'est l'opposé de m qui était là, c'est moins n qui sont symétriques par rapport à 0. Bien, quand on définit l'opposé et on fait des règles de calcul, on se rend compte que finalement, si vous faites mn plus son opposé, c'est mn plus là, donc vous arrivez ici sur la diagonale, donc c'est 0. Par conséquent, moins l'opposé de mn, ce sera mn. L'opposé de mn, c'est mn. Ça, c'est la bonne vieille règle, moins par moins donne plus. J'espère que cette règle-là, quand on vous l'a sortie d'un chapeau, parce qu'en général, elle sortait d'un chapeau dans les cours d'algèbre traditionnelles, qu'elle vous avait embêté quand même. Vous avez... Eh bien, non, maintenant ici, elle redevient une conséquence de propriété. Alors, qu'est-ce qu'on a gagné en allant dans Z? Alors maintenant, plutôt que de toujours définir mes classes d'équivalence de couple, je vais leur donner des noms avec des lettres. Hein. RSTU, c'est des entiers relatifs. Eh bien, dans Z, nous avons la commutativité, on l'avait déjà dans N. Nous avons l'associativité, on l'avait déjà dans N. On avait à l'élément neutre 0, on n'avait pas dans N, ça. On n'avait pas de 0 dans N. Maintenant, on a trouvé un élément neutre pour l'addition. Si vous l'ajoutez à n'importe quoi, vous trouvez n'importe quoi. Et alors, chaque élément a un inverse. Ce qui n'existait pas, évidemment, dans N. Okay. Donc, ça veut dire quoi, ça? Eh bien, pour les gens savants, ça veut dire que Z, pour l'addition, est un groupe commutatif, un groupe abélien. C'est une propriété qu'on n'avait pas du tout dans N. Propriété de la multiplication, on a moins gagné, on avait déjà la commutativité, l'associativité, on l'avait déjà. On avait déjà un élément neutre. On a toujours la distributivité, donc là on n'a rien gagné parce que on n'a pas d'inverse pour R, toujours, sauf s'il vaut plus ou moins 1. Donc ben, enfin vous voyez qu'on a déjà des bénéfices. Alors il faut maintenant faire la dernière étape, et je vais aller assez vite là parce que on va un petit peu refaire la même chose si vous voulez. Cette fois-ci, on regarde l'équation S fois X égale R, quand S et R sont des nombres entiers relatifs, donc des entiers avec un signe plus ou moins. On regarde cette équation-là, avec S évidemment différent de 0, sinon ce n'est pas une équation, s'il n'y a pas d'X, ce n'est pas une équation. Eh bien, vous voyez qu'elle n'a pas en général de solution entière. Il faut, pour qu'elle ait une solution entière, il faut que R soit un multiple de S, un multiple entier, sinon ça ne marche pas. Donc de nouveau, on se trouve face à une équation qui n'a pas de solution. Okay. Alors, de nouveau, ce n'est pas la seule équation qui donnera le même X, il y en a beaucoup. Si vous multipliez les deux membres par le même nombre, eh bien, ça ne changera rien. Alors, on a envie de dire, ben, la solution X, cette fois-ci, ça va être une fraction, ça va être R sur S, si S n'est pas nul. Hein. Ça va être R sur S. Bon, mais on ne sait pas encore ce que c'est une fraction, donc on ne peut pas dire ça, mais c'est ce qu'on a en tête.
par conséquent, on va regarder toutes les équations, tous les S couple SR qui ont cette même solution X, quoi, de manière à avoir une manière de définir ce que vaut ce X, c'est-à-dire ce nouvel élément dans un ensemble plus grand. Donc, on va agrandir cette fois-ci pour que l'équation ait toujours une solution quand S n'est pas nul. Eh bien, on voit cette fois-ci que la condition pour que deux équations Sx égale R et Ux égale T aient la même solution X, c'est que RU égale ST. C'est ce qu'on fait la règle croisée dans une fraction. Et si on remonte tout de suite, je l'ai montré là-bas. OK? Et donc, cette fois-ci, on a une nouvelle relation d'équivalence, qui est celle-ci. Dans la relation d'équivalence, on fait des classes d'équivalence. On appelle Q comme quotient l'ensemble des classes d'équivalence. Et les nombres, on les appelle nombres rationnels. Et alors, on peut montrer que les éléments de Z, ben, ce sont des fractions divisées par 1. De toute façon, c'est les éléments où le second terme est 1, dans la classe d'équivalence. Et on définit l'addition et la multiplication pour retrouver les règles d'addition et de multiplication des fractions qu'on connaît déjà intuitivement. Donc voilà comment on doit le faire, ça n'est pas très important. Et ce qui est important, c'est qu'on ne perd aucune des propriétés qu'on avait dans Z et qu'on en gagne maintenant quand même, en ce sens que, sauf dans Q-0, si vous voulez, chaque élément va avoir un inverse pour la multiplication. Donc Q-0 devient, l'élément 0 devient un groupe. Et vous pouvez même vérifier que l'ordre qu'on avait introduit au début sur les naturels, il a survécu sur les entiers relatifs et il survit sur les fractions également. Mais aussi on a une propriété beaucoup plus importante, qui est facile à prouver, c'est que dès que vous avez deux rationnels, eh bien entre les deux, le milieu par exemple, c'est encore un rationnel. Et puis entre ce milieu et le rationnel, c'est encore un rationnel. Donc vous voyez que contrairement aux entiers qui étaient toujours espacés les uns des autres d'un minimum de 1, comme distance, eh bien les rationnels sont serrés comme des sardines sur la droite réelle. Ils sont ce qu'on appelle denses dans la droite réelle. Ils sont donc serrés comme des annules. Donc ça c'est une grande différence. Mais on va voir, c'est Michel qui vous le racontera, que bien qu'ils soient serrés comme des sardines, il y a encore énormément de place libre. C'est pas facile à concevoir tout de suite, mais c'est vrai. Enfin, j'espère qu'il vous le racontera. Alors, qu'est-ce qu'on a gagné avec Q? Ben, comme je le dis, on n'a rien gagné pour l'addition, mais pour la multiplication, Q-0 devient un groupe commutatif pour la multiplication. On a maintenant des ensembles qui sont groupes. Ça, je peux passer. Mais alors, tout ça paraît très bien. Hein, j'espère que vous avez vu combien c'était savant. C'est pas savant du tout, c'est élémentaire. C'est bien fait quand même. Mais on pensait qu'on avait vraiment là le dernier mot. Et un certain M. Gödel, en 1931, a prouvé ce qu'on appelle un théorème d'incomplétude. Il a donc montré que si vous prenez n'importe quel système axiomatique qui contient l'arithmétique des nombres entiers, donc qui contient n, contient des énoncés vrais, mais indémontrables à l'intérieur du système axiomatique. Donc c'est le cas des axiomatiques de Zermelo-Franken, etc. Donc ce sont des énoncés indécidables, et donc on ne peut pas prouver la complétude du système d'action. Donc l'arithmétique, elle est fondée, mais les fondements conduisent quand même à des énoncés. Alors il n'y a pas encore d'énoncé vraiment important, indécidable
au niveau de n, si vous voulez, qui a été repéré. Mais on a prouvé, c'est amusant, que vous avez même des énoncés indécidables dans l'axiomatique de Peano, mais qui peuvent être démontrés dans l'axiomatique des ensembles. Donc, les mathématiques sont très relatives par rapport à l'axiomatique dont vous partez. Donc ça, c'était plutôt une mauvaise nouvelle, mais les mathématiciens s'en sont survécus quand même. Et donc, voilà ce que je vous ai déjà dit et qui est agrandi. Mais l'histoire n'est pas finie. Tant pis pour vous. Vous devez rester tant mieux pour mes deux confrères qui auront quelque chose à dire. Parce que je vous ai montré finalement que toutes les équations linéaires n plus x égale m, que finalement je vous ai construit des nombres qui pouvaient les résoudre toutes. N fois x égale m, je vous ai construit des nombres qui pouvaient les résoudre toutes. C'est des équations linéaires, ça. X apparaît au premier degré. Alors, il y a aussi des équations linéaires. On aurait pensé, bon, si on a résolu toutes les équations linéaires avec les rationnels, on va aussi résolu peut-être toutes les équations non linéaires. Et que non, x carré égale 2, je pense que Michel vous dira, prouvera peut-être rapidement qu'elle n'a pas de solution dans les rationnels. Et Jean-Louis vous prouvera que l'équation x carré égale moins 1 n'aura pas de solution dans les nombres que Michel aura introduits. Donc vous voyez, nous n'arrêtons pas de discuter. Et finalement, bon, comme il n'a que 3 conférences, c'est Jean-Louis qui aura évidemment le dernier mot. Le mot de la fin, et c'est aussi le mot de la fin de mon exposé. Je vous remercie pour